Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux à cette conférence. Donc, je vais vous présenter celui qui va vous présenter brillamment cette conférence. Donc, c'est Frédéric Munier, professeur d'histoire et géographie et géopolitique du monde contemporain au lycée Saint-Louis à Paris, donc en prépa. Donc, c'est un professeur distingué à GEM. Il va donc vous présenter aujourd'hui une conférence sur la géopolitique du pétrole, l'Afrique, terrain de bataille. Donc, que représente le pétrole pour ce continent? Quel est l'intérêt du pétrole pour ce continent? Quelle stratégie nationale et internationale se développe autour du pétrole africain? Donc, je vais maintenant laisser la parole à M. Munier et bonne conférence à tous. Bien, bonjour à tous, à toutes. Vous m'entendez? Oui. Alors c'est une conférence qui est fléchée essentiellement pour les étudiants de classe prépa. Je me réjouis d'en voir de tout âge. Il y a des Pintas, des Sexa, des Deka. Bonjour à toutes et à tous. Comme on vient de vous le dire, donc j'enseigne au lycée Saint-Louis à Paris. Alors si la conférence est fléchée prépa, c'est parce que tous les ans on essaie de faire un petit peu de méthodologie, surtout ceux qui parmi vous sont peut-être aux portes du concours. Donc très concrètement, je vais vous faire un plan en 3 parties, 3 sous-parties. Pour le reste, je prendrai un peu de liberté avec les méthodologies un peu classiques. C'est aussi une conférence. Voilà. Donc partons pour 40 minutes. Alors le sujet est un peu miné, bien sûr. C'est la géopolitique du pétrole. Le pétrole, c'est un peu sale à tous les sens du terme. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'enjeux, bien sûr. Terrain de bataille, donc, et non pas seulement champ de bataille, parce que je vais vous expliquer que la bataille est parfois imagée, c'est de la guerre économique. Et à d'autres moments, eh bien, elle est véritablement concrète, pratique, sous une forme de guerre. Alors, donc ce que je pourrais vous dire en introduction, en quelques mots, je vais commencer par une citation d'un écrivain de la fin du XIXe siècle, Maxime Ducamp, c'est un Français, qui disait « Le pétrole est un dieu, il a ses dévots, il a un culte ». Il disait ça au moment de la deuxième révolution industrielle, vous savez tous et toutes, qui innovait notamment autour de cette nouvelle énergie qui était le pétrole. Et il relevait évidemment l'intérêt porté à l'époque, à l'or noir, qu'elle allait devenir en quelques décennies à la fois la principale source d'énergie, c'est toujours le cas aujourd'hui, et également la première marchandise commercée de la planète, c'est toujours le cas aujourd'hui. Un intérêt dont témoignent aujourd'hui les grandes puissances qui sont au chevet de l'Afrique, mais aussi les pays africains eux-mêmes, bien sûr. L'Afrique est un continent dont les réserves et la production en pétrole, si elles demeurent modestes, en termes de réserves, l'Afrique, c'est 7,6% des réserves mondiales. En termes de production, c'est 9,3%. N'en demeure pas moins décisive aujourd'hui, à une époque où règne la diversification de l'approvisionnement, bien sûr, la multiplication des acteurs sur un marché convoité, et puis la multiplication des risques géopolitiques, bien sûr, à l'échelle de la planète. En précisément, je me bornerai, mais ce n'est pas un vrai bornage, je focaliserai mon attention sur 4 types d'acteurs, 4 pays ou zones en particulier, l'Union européenne, les États-Unis, la Chine et l'Inde, puisque ces 4-là, UE, États-Unis, Chine et Inde, représentent 90% de l'achat de pétrole en Afrique. Et donc, observer leur comportement à ces États ou ces entités, à leurs entreprises, c'est au fond cerner la presque totalité du marché du pétrole en Afrique. Alors, évidemment, l'Afrique représente un intérêt géopolitique, géoéconomique tout à fait majeur. C'est un continent qui est en quelque sorte, et je commencerai par ça, un tard venu sur le marché du pétrole. Ça explique évidemment l'activisme des États extérieurs à l'Afrique sous forme de coopération, de soutien politique, militaire, jusqu'aux interventions armées qu'ils ont pu y mener. Et donc c'est bien pour notre discipline, puisque c'est une conférence histoire, géographie, géopolitique ici, c'est bien l'ensemble du spectre géopolitique que déploient ces puissances en Afrique, et à vrai dire, dans certaines régions plus que d'autres, le Maghreb bien entendu, et le golfe de Guinée bien sûr, où se trouve l'essentiel des réserves. Je vous montrerai tout ça. À cet égard, eh bien, l'Afrique est devenue, en une quinzaine d'années, un véritable terrain de bataille. Vous verrez, entre entreprises des pays du Nord, entre entreprises africaines, entre États africains et entre États extérieurs à l'Afrique. Alors mon ambition sera précisément d'examiner avec vous les ressorts et les moyens stratégiques que déploient les grandes puissances en Afrique dans une perspective d'appropriation et de sécurisation des ressources, mais aussi des stratégies des États africains pour transformer le pétrole en développement. On sait assez bien le transformer en croissance, en développement c'est plus compliqué bien sûr. Autrement dit, j'essaierai de cerner avec vous les contours d'un jeu d'influence sur l'Afrique comme terrain de bataille.
Alors, puisque certains d'entre vous ont passé les concours, on savait que la première indication qu'on donne pour passer les concours, c'est quand on vous donne un sujet, il faut employer les mots du sujet. Ici, c'est le terme de terrain qui est important. Et donc, je verrai dans un premier temps avec vous, en grand 1, si vous voulez, vous avez le plan qui se déroulera successivement avec les documents, bien sûr, qui viendront. La géopolitique du pétrole africain, les éléments du terrain. Je vais planter le décor, en quelque sorte. C'est-à-dire quel terrain, quels acteurs, voilà, quel retardataire également. Alors, grand A d'abord, l'Afrique a un ancien venu dans le domaine du pétrole. Alors l'Afrique, ce n'est pas le Golfe Persique. Le Golfe Persique, où, par exemple, dès 1909, eh bien, le Royaume-Uni fondait l'Anglo-Persian Oil Company. C'est l'actuel BP, si vous voulez. Vous voyez, c'est une compagnie ancienne, elle a plus d'un siècle. Alors qu'en Afrique, au contraire, les premières découvertes de brut ont eu lieu dans les années 50, en Algérie, au Gabon, au Congo, en Angola, ou encore dans les années 60, au Nigeria et en Libye. C'est un acteur plus récent. De fait, l'exploitation du pétrole africain, elle aussi, est relativement récente par rapport aux autres grandes zones que sont les États-Unis ou la Russie. Je vous rappelle qu'en 1945, les États-Unis et la Russie sont les deux premiers producteurs et exportateurs de pétrole au monde. Ou encore le Moyen-Orient, le boom du Moyen-Orient. Le premier baril, c'est Ras Tanura en 1938, donc en Arabie Saoudite. Le boom de l'Arabie Saoudite, du Moyen-Orient, c'est les années 50. En effet, en Afrique, c'est plutôt le choc pétrolier de 1973 qui a fait de l'Afrique un continent exportateur, venant concurrencer dans une moindre mesure le Moyen-Orient, et ce n'est qu'à partir des années 80, par exemple, que débute l'exploitation pétrolière offshore. Et depuis une quinzaine d'années, eh bien, l'Afrique fait figure d'Eldorado, tant les découvertes sont importantes. Le Tchad est devenu producteur en 2003 avec le gisement de Doba, la Mauritanie en 2006 avec le gisement offshore de Chinguetti, le Ghana en 2012 avec le gisement offshore de Jubilé, nous y reviendrons, ou encore le Niger en 2011 avec le gisement d'Agadem. Alors voici les principales zones production pétrolière en Afrique. Vous avez une carte ici qui en fait concerne la totalité des ressources africaines. Le pétrole, c'est en violet. Et vous voyez très très nettement se distinguer deux zones. L'Afrique du Nord, d'une part, avec deux géants en termes de réserves ou de production, qui sont la Libye. Alors la Libye et l'Algérie. La Libye, c'est le premier pays en termes de ressources, de réserves de pétrole en Afrique. Alors évidemment, la production a beaucoup baissé, on y reviendra aussi, depuis l'intervention militaire de 2011. Mais enfin, ça reste une gigantesque éponge à pétrole. Il y en a un tout petit peu en Tunisie, mais enfin, les deux grands pays d'Afrique du Nord sont la Libye et l'Algérie. Quant à l'autre zone, celle qu'on appelle parfois l'autre golfe, en comparaison au golfe Persique, c'est évidemment le golfe de Guinée, avec des pays relativement anciens, le Nigeria, le Cameroun, le Gabon, le Congo, par exemple, la République du Congo, et plus récemment, par exemple, la Guinée équatoriale ou le Ghana. Vous avez ici donc les grandes zones. Maintenant, je me suis amusé à faire un petit tableau pour vous montrer les principaux exportateurs. Voici un tableau qui compare les productions 2010, 2012, 2014. Vous voyez qu'il y a des géants incontestés sur le continent africain en termes d'exportation. Le Nigeria, par exemple, l'Angola, bien sûr, l'Algérie. Vous voyez, il y a un fait assez notable, c'est la Libye. Le choc de la guerre de 2011, l'intervention de 2011 en Libye, c'est aujourd'hui que la production libyenne a été divisée par 3, en quelque sorte, et qu'elle a de la peine à remonter, puisque vous savez que le continent, en ce moment, le pays est en pleine destruction. La Libye devient, comme la Somalie, un failed state, un État qui a échoué, bien sûr. Alors voilà un petit peu la situation. J'ai campé, vous voyez, dans cette première sous-partie, en quelque sorte, le décor. Qui sont les pays exportateurs? Où se situe le baril? Qui exporte? Et vous avez ici, donc, à peu près les grands pays exportateurs. Donc vous voyez, certains, la Tunisie, sont très modestes par rapport au Nigeria ou à l'Angola. Alors, si l'Afrique est un ancien nouveau venu, elle est un champ de pétrole modeste, bien sûr, mais stratégique. Alors pourquoi modeste? Parce que, vous le voyez ici, vous avez les réserves, c'est une statistique BP tout récente, de 2015. Vous avez les réserves estimées de pétrole. Alors vous voyez une chose, pour ceux qui ont fait quelques cours, vous savez qu'en 72, par exemple, le rapport Meadows alertait, halte à la croissance, on vous a sûrement expliqué ça en classe, et le rapport Meadows, qui était pourtant dirigé par M. Meadows, qui a travaillé au MIT, qui est un rapport édicté par des professeurs du MIT, estimait en 72 qu'il restait 30 ans de pétrole. Vous voyez, en fait, bien, la quantité de pétrole croît, elle augmente, puisque même si aujourd'hui on a atteint une courbe de Gauss et on découvre moins de pétrole nouveau qu'on en consomme par an, c'est un fait. En même temps, les réserves de pétrole, bien connues, ne cessent de croître, puisqu'on fait des découvertes, notamment offshore, bien sûr. On pourrait y revenir, vous aurez peut-être des questions là-dessus. D'ailleurs, autre chose, c'est souvent une idée un peu préconçue qu'on lit dans les copies, l'âge du pétrole ne s'arrêtera pas quand il n'y aura plus de pétrole. L'âge du pétrole s'arrêtera quand exploiter du pétrole sera trop cher. L'âge de pierre, c'est pas arrêté parce qu'il n'y avait plus de pierre sur Terre. Donc, en fait, on passe à des transitions, si vous voulez, à des révolutions technologiques qui font qu'à un moment donné, on passe à d'autres énergies, bien sûr. L'âge du charbon est derrière nous, on est dans le tout pétrole encore aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de charbon et beaucoup de pays en exploitent. Alors, vous le voyez ici, l'Afrique, c'est en rouge.
Vous verrez dans la statistique suivante, c'est en rouge également, donc retenez ça. Vous avez ici donc les productions d'Afrique, les réserves, excusez-moi. Donc vous voyez que l'Afrique, en termes de réserves, c'est un continent relativement modeste. Si on compare par exemple au Moyen-Orient, avec 7,6% des ressources estimées en 2014, et je vous disais tout à l'heure en introduction, 9,3% de la production. Donc c'est pas, si vous voulez, un géant comme les pays du Moyen-Orient, bien sûr, même si vous le savez peut-être, le pays qui dispose de plus de ressources au monde, ce n'est pas l'Arabie Saoudite, c'est le Venezuela. Ce qui n'empêche pas, vous avez sûrement suivi l'actualité, dans une situation économique absolument catastrophique. On y reviendra plus tard. Dans ma dernière partie, c'est la question évidemment de la malédiction des matières premières. Donc, réserve et producteurs modestes. Néanmoins, si le poids de la production, si l'Afrique peut paraître un producteur secondaire, il n'en est pas moins devenu stratégique, puisque depuis 2010, un tiers des découvertes de nouveaux gisements, ont été faits en Afrique. Ce qui a fait dire au cabinet PwC, PricewaterhouseCoopers, qui est un cabinet d'études, d'audit, que le continent était devenu un acteur de stature mondiale. C'était un rapport PwC 2014. Quant à l'Agence internationale sur l'énergie, elle estimait, dans un rapport de l'an dernier également, que la production de pétrole subsaharien seulement, donc en retirant la Libye, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, pourrait dépasser la production russe d'ici 2040. Donc l'Afrique, vous voyez, a du potentiel. Alors pourquoi ? C'est que le pétrole africain est intéressant à plus d'un titre. Il a plusieurs atouts. Premier atout, c'est son coût d'exploitation et d'extraction, très compétitif, quelques dollars par rapport aux 10-14 dollars des schistes bitumineux, même si en ce moment, effectivement, le prix du baril baisse. C'est également un pétrole de bonne qualité, il est peu soufré. Il est d'autant plus facile à extraire que la plupart des nappes sont aujourd'hui offshore, elles sont sur les grandes routes maritimes. En outre, autre attrait, c'est un attrait fiscal. Les pays africains font des arrangements, des commodités de fiscalité pour les entreprises, les majors, les grandes entreprises étrangères qui passent contrat avec elles. Puis il y a une autre raison décisive, vous allez voir ici, c'est que l'Afrique, les pays africains dans leur ensemble, sont très très loin de consommer le pétrole qu'ils produisent. Regardez ici, on va faire une comparaison, c'est très clair je pense. Vous avez le vert gazon tout à fait en bas, le vert gazon c'est l'Amérique du Nord. Vous avez le pétrole qui est extrait d'Amérique du Nord. Vous voyez au passage que dans la statistique, donc je suis à gauche en production, vous avez une inflexion très très nette à partir de 2011 en vert gazon tout en bas, ce sont les pétroles de schiste. Néanmoins, si vous comparez le diagramme de gauche et de droite, vous voyez que l'Amérique du Nord, donc Mexique et États-Unis, et en général la STAT doit agréger peut-être même le Mexique, eh bien, peut produire plus effectivement aujourd'hui qu'il y a 10 ans, mais elle consomme drastiquement plus. En revanche, quand vous comparez ça avec l'Afrique, en rouge, ce qui est perceptible, vous voyez, c'est que l'Afrique produit beaucoup, mais consomme très peu. Et effectivement, 90% du pétrole qui sort du sous-sol africain est exporté. C'est donc une opportunité à la fois pour les pays du Nord, pour notre autosuffisance, pour les grands pays émergents, la Chine, l'Inde, pour nos grandes entreprises qui évidemment profitent de ces exploitations de pétrole, mais aussi, sous certaines conditions, c'est évidemment une grande opportunité pour les États africains qui, pour certains, découvrent depuis quelques années une manne inattendue qui rapporte beaucoup d'argent, mais qui cause également beaucoup de dommages collatéraux. On y reviendra. Alors, il y a une dernière raison aussi qui explique que l'Afrique soit un Eldorado depuis 10-15 ans, c'est que l'Afrique est un nouveau venu, je vous ai dit, on a découvert beaucoup de gisements dans les dernières années, et puis elle intéresse également beaucoup de nouveaux venus eux-mêmes. L'Afrique a très longtemps été la chasse gardée de l'Europe, mais pensez que depuis 10-15 ans, et on y reviendra sous quelle forme, eh bien les États-Unis, par exemple, mais également la Chine ou l'Inde, du fait de leur très forte croissance, sont de grands pays émergents, ont eu des besoins accrus. L'Afrique étant un nouveau venu sur le marché du pétrole, en tout cas certains pays étant nouveaux venus, ils ont immédiatement, si vous voulez, eu eh bien, comme interlocuteurs de nouveaux venus aussi, États-Unis et pays d'Asie. Alors voici des avantages donc, qui expliquent la situation de l'Afrique. Nouveaux venus, anciens nouveaux venus, un champ de pétrole modeste, vous l'avez compris, mais parfaitement stratégique aujourd'hui. Enfin, eh bien, l'Afrique, c'est un jeu entre ces pays, les grandes puissances extérieures, leurs entreprises. Donc voilà les éléments d'une géopolitique raffinée. Je vous le disais, l'Afrique, depuis une vingtaine d'années, connaît un boom. C'est dû à une conjonction assez faste, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez qu'en histoire, peut-être qu'il y a une succession chronologique, mais l'histoire, c'est la science des ruptures et pas des continuités. Ce qui veut dire qu'au passage, il faut éviter les plans chronologiques dans les dissertes. C'est en général... ça nous raconte plein de choses, mais ça démontre rien. Ce qu'il faut être capable de faire, c'est de bien montrer des ruptures. Et il y a eu une rupture en Afrique. Il y a plusieurs ruptures en Afrique. Il y a une rupture des années 80 avec l'intervention, par exemple, massive du FMI. Le Sénégal est le premier pays qui fait un défaut de paiement en 78. Bon, intervention massive. Il y a eu la rupture, évidemment, des années 90. Alors ça, j'y viens. Les années 90 ont été terribles pour l'Afrique. C'est la décennie du chaos. Dans la décennie 90, songez que 35 pays sur 53 pays africains, à l'époque, qui sont 54 aujourd'hui avec le Soudan du Sud, mais 35 pays sur 53 connaissent au moins un épisode de guerre
guerre civile, une décennie qui est marquée par des guerres extrêmement vives au Soudan, en République démocratique du Congo, évidemment au Rwanda avec le génocide de 1994, et vous avez une bande en fait qui concerne du nord-est de l'Afrique, si vous voulez, au sud-ouest de l'Afrique, qui est traversée par des guerres civiles, des déplacements de population et plusieurs millions de morts. Eh bien, de manière, alors ça n'a rien à voir avec le passage au millénaire, mais si vous voulez, entre 1999 et 2001, 2002, la plupart de ces conflits s'étiolent. L'Afrique retrouve une stabilité politique. Sans stabilité politique, pas d'IDE, pas d'investissement étranger, évidemment, la production est désorganisée. Ça, c'était une première condition qui fait que depuis 2000, l'Afrique est plus apte, ou les pays qui composent l'Afrique sont plus aptes à exporter, à attirer des investissements. La deuxième chose, c'est que les années 2000 correspondent précisément, avec le retour des investissements, à une prospection tous azimuts en Afrique. Et voilà pourquoi, je vous le disais, de nouveaux gisements ont été découverts. Je vous disais tout à l'heure, au Tchad en 2003, en Mauritanie, au Ghana, au Niger, etc. Notamment du offshore, puisque je vous disais également, un tiers des nouveaux gisements en fait découverts sont en Afrique et tous ou quasiment tous sont offshore. Le troisième facteur qui explique que l'Afrique soit devenue à nouveau un continent faste en termes de pétrole, vient du côté de la demande. Les États-Unis, bien sûr, en quête de diversification, les grands émergents, en quête d'approvisionnement pétrolier. Je vous rappelle que depuis 2010, la Chine est le premier consommateur d'énergie au monde. Elle a devancé les États-Unis, qui depuis la deuxième révolution industrielle étaient les premiers. C'est vraiment un mouvement séculaire qui clôt à ce moment-là. Depuis 2010, la Chine est constamment en quête d'énergie, de sécurisation, du côté de la Russie, bien sûr, du côté du Kazakhstan, du côté du Moyen-Orient, mais aussi beaucoup du côté de l'Afrique, qui, pour certains États, est à vendre en quelque sorte. Alors de fait, qui achète ? Je vous l'ai dit à l'instant, voici un diagramme. Ça n'a pas beaucoup bougé depuis 2009-2010, qui vous montre qui sont les principaux acheteurs. Je vous le disais tout à l'heure, il en émerge 4 très très nettement. L'Union européenne, les États-Unis, vous voyez, 2 géants à plus de 30%, et puis derrière la Chine et l'Inde. Alors ça, c'est une photo à l'instant T en 2009. Si vous pouviez voir les taux de croissance, en fait, vous voyez une chose, c'est que l'acteur qui pousse le plus, évidemment, c'est la Chine. La Chine était absolument inexistante sur le marché africain il y a 20 ans, ou quasiment. Aujourd'hui, elle est un acteur de poids, et dans certains pays, les compagnies chinoises ont détrôné Total, ont détrôné Shell, et sont les premiers opérateurs, puisque vous savez, je vous le redirai, ils font des offres assez juteuses. Derrière ces chiffres généraux que vous voyez là, la dépendance de certains pays au pétrole africain est grande. Je regarde ma montre, je suis à la fin du grand 1, 15 minutes, c'est bon. J'ai 45 minutes. La dépendance des pays africains au pétrole est grande. Retenons quelques chiffres. La France importe 36,4% de son pétrole, c'est d'Afrique. Les États-Unis, 20%. La Chine, 30%. L'Inde, 20%. Et la dépendance des pays africains est non moins grande, puisque pour beaucoup de pays exportateurs de pétrole africains, les recettes d'exportation et le budget de l'État dépendent de l'Afrique. Pour l'Algérie, par exemple, les exportations représentent 40% des recettes de l'État. Pour le Nigeria, 70%. Vous comprenez que la chute du baril est une catastrophe pour ces pays. Alors voilà, je viens de vous placer le terrain de bataille, en quelque sorte. Vous avez vu les espaces, vous avez vu les grands pays exportateurs, vous avez vu les grandes puissances qui sont liées à ça. Puisque maintenant le décor est planté, voyons-les en action. L'Afrique est un enjeu qui prend effectivement la forme d'un terrain de bataille. L'Afrique est devenue le théâtre d'un nouveau grand jeu. Vous savez que l'expression de grand jeu avait été employée à la fin du 19e. Le grand jeu opposait à l'époque en Asie centrale la Russie de l'époque, en pleine poussée impérialiste, et puis le Royaume-Uni, dont l'objectif du grand jeu était de faire se rejoindre, si vous voulez, l'espace indien sous domination britannique et l'espace mésopotamien, qu'il était aussi. Et effectivement, il s'y joue aujourd'hui un impérialisme des ressources. Alors je vais d'abord vous expliquer que ce terrain de bataille, c'est une confrontation entre des grandes puissances extérieures, bien sûr. Alors ici, c'est un très très bon exemple. Le premier festival de géopolitique en 2009 portait sur la guerre économique. L'Afrique, c'est un très très bon exemple de guerre économique. C'est une notion qui a été théorisée en 1978 par Bernard Eisenberg. Il avait longtemps été conseiller à l'industrie de Georges Pompidou. Et dans son livre, Le Troisième conflit mondial, Bernard Eisenberg montrait que les échanges internationaux, loin d'occasionner un doux commerce, comme le voulait Montesquieu et les classiques, l'idée des classiques étant assez simple, le commerce international, c'est de l'interdépendance, et l'interdépendance est donc profitable à la paix. En fait, alors on a des études qui montrent tout l'inverse aujourd'hui. La mondialisation, au contraire, comme vous pouvez aller chercher les mêmes choses un peu partout sur la planète, vous pouvez très bien faire la guerre avec un pays et pour aller vous approvisionner dans ce qu'il vous aurait livré ailleurs, bien sûr. Mais Bernard Eisenberg a eu du nez, en quelque sorte, et dès 78, il nomme, on est en 78, on est au début quasiment de la mondialisation, il nomme, au fond, il dénomme, en tout cas, il voit derrière la mondialisation absolument pas, si vous voulez, un jeu pacifique de gagnant-gagnant, mais plutôt un jeu dans lequel il y a des gagnants et des perdants, pour une raison simple, alors le pétrole s'y prête, c'est que les ressources sont limitées.
Et que si vous obtenez la mainmise sur un certain type de ressources limitées, eh bien c'est autant de ressources en moins pour les concurrents. Et ça prend bien effectivement de ce point de vue-là l'aspect d'une guerre qui n'est pas une bataille avec des armées, mais c'est une image, bien sûr, l'idée de guerre économique, dans laquelle les États sont des généraux, dans laquelle les entreprises, si vous voulez, sont les troupes en quelque sorte, et dans laquelle, eh bien, le butin de guerre, ce sont par exemple les ressources. Et première d'entre elles, évidemment, le pétrole. Je vous rappelle simplement que, pour que vous compreniez ça, parce qu'on est bassiné par tous des discours sur la transition énergétique, etc., la part des énergies renouvelables en 1973 au niveau mondial, 11%, la part des énergies renouvelables en 2014, 11%. Alors il y a des pays dans lesquels ça monte beaucoup, en Europe, mais dans le bilan mondial, ça n'a pas bougé. Le pétrole reste de très loin, encore aujourd'hui, la première des énergies, à peu près 30% qu'on consommait devant toutes les autres. Le pétrole reste donc un enjeu de première importance, d'où le titre du Grand 2, et un enjeu qui prend la forme d'un terrain. Alors qui s'affronte sur ce terrain ? Les grandes puissances, je vous disais. Je vais en détailler 3 pour vous montrer comment des grandes puissances peuvent s'affronter sur un terrain de lutte, ici un continent, en tout cas dans ces grands pays exportateurs. Alors première des puissances, la France, bien sûr. Pourquoi je la mets en premier ? Non pas parce qu'on est en France ici, mais parce que historiquement, la France, via une ancienne compagnie d'État, Elf, vous connaissez ce nom, avait pris des positions dès les années 50, 60, quasiment monopolistiques dans un certain nombre de pays africains. Elf, c'est une compagnie qui avait été fondée en 1939, une compagnie de pétrole qui appartenait totalement à l'État. Vous savez que Elf a été absorbé en 2000 par Total. Donc Total a hérité complètement, si vous voulez, des positions de Elf en Afrique. Et Elf a très longtemps constitué l'un des piliers de ce qu'on appelle la France-Afrique, c'est-à-dire cette espèce de special relationship, si vous voulez, entre la France et ses anciennes colonies. La France-Afrique qu'on symbolisait souvent par ces 3 E, Elf, Élysée, État-major. Ça fonctionnait un peu à 3 comme ça. 3 pays étaient les piliers de la France-Afrique. Le Maroc, d'une part, la Côte d'Ivoire, d'autre part, et enfin le Gabon. Il va particulièrement nous intéresser puisque c'est le 5e producteur d'Afrique subsaharienne, le Gabon. Alors Elf, vous savez, c'est une entreprise qui avait la main mise sur l'Afrique. C'est pas moi qui le dis, c'est Loïc Le Floch-Prigent, qui a eu quelques pépins depuis. Et alors il dirigeait Elf de 89 à 93. Et voilà ce qu'il affirmait dans un article à l'époque qu'il avait donné dans un grand magazine. Il disait, dans cette période, il ne se passe rien dans les pays pétroliers, en particulier en Afrique, dont l'origine ne soit pas Elf. Elf était en quelque sorte un État dans l'État, en tout cas un acteur de la guerre économique, et une entreprise d'État, donc en quelque sorte le bras armé de l'État français. Alors effectivement, Elf avait acquis des contrats d'exclusivité du pétrole à l'origine, au Gabon, au Congo, au Cameroun. Alors certes, aujourd'hui, la France-Afrique n'existe plus. Certes, aujourd'hui, Elf a été dirigé aussi par Total. Et peut-être la France-Afrique n'existe plus, c'est ce qu'avait déclaré Christophe de Margerie, l'ancien patron de Total. Mais il ne reste pas moins que Total, en tant que première compagnie pétrolière sur le continent, a hérité des intérêts d'Elf. Et même si la compagnie est privée, bien sûr, elle continue de travailler en quelque sorte main dans la main avec l'État. Et ce n'est pas pour rien si, lors du décès tragique de Christophe de Margerie en 2014, Manuel Valls a salué la disparition, je cite, d'un grand capitaine d'industrie et d'un patriote, alors que vous savez que Elf ne paye pas d'impôts en France. Alors, ça, ce sont des positions. Enfin, ça, c'est un autre aspect de débat. C'est peut-être un peu polémique. Enfin, bon. Il faut vous faire sourire. En bout de 20 minutes, un auditoire décroche, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Bon. Donc, voilà, comme je ne peux pas danser sur la table comme Édouard Balladur en 95. Bon, alors, ça, c'était pour la France. Le deuxième pays qui nous intéresse, la France, c'est un ancien. Je vais maintenant m'atteler à des nouveaux venus et vous montrer comment, lorsqu'on est un nouveau venu, on peut pénétrer un marché qui était jusque-là la chasse gardée de pays européens. Alors en général, il y a un moyen très simple, c'est le carnet de chèques. Alors les États-Unis, ce sera mon deuxième exemple, si vous voulez, dans le grand A. Après j'ai un troisième exemple et je passe au grand B. Tout est structuré en 3, c'est plus simple pour la mémorisation. Donc les États-Unis, c'est comme ça qu'on peut mémoriser sa conf par exemple. Bon, les États-Unis sont un intervenant de poids. Les États-Unis ne sont pas historiquement un grand acteur africain. Vous le savez très bien, il y a un seul exemple, c'est le Libéria, c'est très particulier. Mais ce n'est pas un acteur du tout historiquement dans l'énergie. Alors les États-Unis ont un problème depuis 1973. Le problème s'appelle le Moyen-Orient. Après le choc pétrolier, les États-Unis étaient dépendants à peu près à un tiers de leur pétrole du Moyen-Orient. Et après le choc, évidemment, les prix du baril, vous savez, ont grimpé. Entre septembre et décembre 1973, le prix du baril passe de $3 à 12,60. Il est multiplié par 4 en 3 mois. Vous imaginez l'impact mondial. Et à partir de ce moment-là, les autorités américaines ont été en quête de diversification, notamment en quête de diversification dans des pays qui n'appartenaient pas à l'OPEP, des pays qu'on appelle à l'époque NOPEP, c'est-à-dire non-OPEP. Alors en Afrique, il y en a pas mal justement qui sont non-OPEP. Et ça a débouché sur une stratégie de grande ampleur
qui a donné lieu à une loi en 2000 qui s'appelle l'AGOA, African Growth and Opportunity Act, qui a été signée en 2000 par le président Clinton et une quarantaine de pays africains. Qu'est-ce que c'est que cet accord, l'AGOA? C'est un accord qui, en échange, si vous voulez, de préférences tarifaires, c'est un accord qui permet à ces pays africains, si vous voulez, d'exporter assez facilement ou plus facilement vers le marché américain, en échange de quoi les États-Unis, c'est-à-dire, il faut comprendre ici, les entreprises américaines qui sont privées, eh bien, ont, elles, un accès assez facilité aux matières premières, notamment le pétrole. Et aujourd'hui, eh bien, l'Afrique représente à peu près la même importance pour les États-Unis en pourcentage que le Moyen-Orient. Voilà pourquoi on parle de l'autre Golfe très souvent. Alors, c'est tout à fait spectaculaire et sachez que l'AGOA a été renouvelée à l'été 2015 par le président Obama pour 10 ans. C'est un accord qui permet aux États-Unis de s'implanter et de bénéficier donc de facilités. Quant à la Chine, alors évidemment, la Chine, c'est sûrement le meilleur exemple. La Chine a développé, vous savez, une stratégie assez agressive en Afrique. On figure souvent ça par l'expression de consensus de Pékin, par opposition au consensus de Washington. C'est quoi le consensus de Pékin? C'est un consensus qui est assez indifférent aux droits de l'homme, mais enfin, il ne faut pas se leurrer non plus sur la politique de la France à l'égard des droits de l'homme en Afrique. Ce sont des mots, tout ça. En tout cas, le consensus de Pékin, ce sont des prêts, par exemple octroyés par la Chine, ce sont des remises de tête, c'est des constructions d'infrastructures dans les pays africains, en échange d'un accès pour les majors chinoises. Vous savez que la deuxième entreprise du monde en 2015, c'est Sinopec, derrière Walmart, en chiffre d'affaires. En échange de l'accès à Sinopec, à CNPC, à Knock, les grandes entreprises chinoises, au marché. Alors, il est frappant d'ailleurs, vous voyez les deux cartes que j'ai mis côte à côte, il est frappant d'ailleurs que les présidents chinois n'aient pas hésité à faire le détour par l'Afrique. Vous voyez les trois derniers présidents, donc Jiang Zemin qui a succédé, donc derrière vous avez Deng Xiaoping évidemment, mais Jiang Zemin, Hu Jintao et le dernier Xi Jinping qui ont fait eux-mêmes le déplacement. Il y a des déplacements tout à fait spectaculaires. Par exemple en 2004, c'est un exemple intéressant pour nous, le Gabon. Le Gabon était la chasse gardée de la France. En 2004, le président Hu Jintao fait une visite au Gabon de plusieurs jours, dans laquelle il signe un gigantesque accord avec Omar Bongo, c'était le père d'Ali Bongo, c'était l'actuel président du Gabon, c'était l'actuel président du Gabon, oui. Et donc il signe un accord en 2004 qui octroie donc à Libreville, au Gabon, un prêt de plusieurs millions de dollars, la garantie également d'achat massif de pétrole gabonais, en échange de la prospection et de l'accès au pétrole gabonais. Et d'ailleurs, en 2009, Sinopec a acheté Adax, A2DAX. C'était un groupe indépendant qui opérait dans le pétrole au Gabon. Et Adax, passant donc sous la coupe de Sinopec, est devenu l'opérateur chinois en fait, du Gabon. Donc vous le voyez, les pays, les grands pays, la France, les États-Unis, la Chine, se livrent à un jeu. Alors bien évidemment, lorsqu'on parle de pays, derrière eux, il y a les compagnies pétrolières. Derrière les États, les compagnies pétrolières. Ces compagnies peuvent être des compagnies d'État, c'est le cas de la Chine évidemment. Ces compagnies peuvent être privées, mais vous imaginez bien que les pouvoirs politiques entretiennent des liens extrêmement étroits avec leurs grandes compagnies privées, puisque ce sont elles qui assurent l'autosuffisance de nos marchés, bien sûr. Les besoins croissants de pétrole expliquent la présence de nombreuses compagnies en Afrique, étrangères. Pour ne prendre l'exemple que de l'Afrique subsaharienne, voici un tableau. C'est un tableau ancien, alors, mais en même temps il est synthétique, c'est un tableau de 2006 qui vous présente, vous voyez, par pays, la présence des compagnies étrangères. Si vous prenez le cas du Nigeria, qui est le premier exportateur, le Nigeria dispose d'une compagnie nationale, mais c'est un des grands problèmes africains. Ces compagnies ont souvent pas assez de capitaux, pas assez de savoir-faire ou de technologie pour pouvoir forer, prospecter, exploiter, et donc elles font appel sous forme de joint venture, de co-entreprise ou alors de concession à des compagnies étrangères, des majors. Vous voyez dans le cas du Nigeria que Shell, par exemple, l'anglo-néerlandais, ou encore ExxonMobil, qui est le premier groupe pétrolier du monde, pardon, c'est le deuxième maintenant, derrière Sinopec, Chevron, Texaco, c'est nos Américains, Eni, c'est italien, et enfin Total, c'est français, se partageaient à l'époque le marché du pétrole nigérian. Alors vous l'imaginez, ces multinationales se livrent à une lutte sans merci, bien sûr. Une lutte entre opérateurs historiques, c'est cela. Et puis aujourd'hui aussi, c'est une tendance tout à fait nouvelle, qui a 10-15 ans en Afrique, des opérateurs nouveaux, souvent des opérateurs indépendants. Prenons un exemple pour être concret. La République du Congo. La République du Congo, c'est le 4e exportateur d'Afrique aujourd'hui. D'Afrique subsaharienne, pardon. L'exploitation a commencé en 1957 et à l'époque, qui est-ce qui exploite le pétrole au Congo? C'est Elf. Depuis, les choses ont bien changé puisque l'italien Eni, aujourd'hui, est le premier opérateur du pays. Avec d'autres opérateurs, Chevron,
ExxonMobil, bien sûr, ce sont des groupes, mais également, c'est intéressant, des opérateurs indépendants dont vous n'avez jamais entendu parler, j'imagine. Par exemple, un des grands opérateurs indépendants qui est présent au Congo s'appelle Murphy Oil. C'est une compagnie américaine indépendante qui est relativement récente par rapport aux majors. Elle a été fondée en 1950. Donc vous voyez, il y a une lutte entre grandes entreprises pour l'acquisition du marché. Alors j'aimerais maintenant vous donner un dernier exemple. C'est le Gabon, qui présente un exemple total et qui résume assez bien ce que je vous ai dit en termes de guerre économique. Le Gabon, c'est un État d'Afrique guinéenne. Il occupe à ce jour le 5e rang d'exportateurs de pétrole en Afrique, derrière le Nigeria, l'Angola, le Congo et la Guinée équatoriale. Le Gabon vit du pétrole, parce que 44% du pétrole est à l'origine du PIB gabonais. Et l'exploitation pétrolière a connu un boom jusqu'à la fin des années 90. Alors précisément, le Gabon, c'était la chasse gardée d'Elf. Et encore une fois, là aussi, les choses ont beaucoup changé, puisque aujourd'hui, au moment où je vous parle, en 2015, eh bien, le premier opérateur au Gabon n'est pas Elf, mais c'est Shell, donc l'anglo-néerlandais. Le deuxième, c'est Elf Total, pardon. Le troisième, c'est Adax, le fameux groupe indépendant qui a été racheté par Sinopec, le chinois, en 2009. Et donc, vous voyez, au Gabon, ce qui se passe, c'est que dans les grandes compagnies, si vous voulez, actuellement, donc 3 se taillent le marché, Shell, Total et Adax. Et puis, vous avez également des compagnies indépendantes que vous ne connaissez pas en général, la société française Morel et Pron, l'américain Valco, l'anglo-irlandais Tullow Oil, etc. Donc, vous avez une lutte entre grandes compagnies historiques, entre grandes compagnies et compagnies indépendantes. Et puis, enfin, la lutte ne se résume pas à ça, puisque l'État gabonais est entré aussi dans la guerre économique. Le Gabon a créé en 2010 une compagnie nationale, il n'en avait pas jusque-là, qui s'appelle la GOC, Gabon Oil Company. Et cette compagnie, la vocation de cette compagnie a été de récupérer en fait des licences qui avaient été accordées aux groupes étrangers pour remettre la main sur le pétrole en quelque sorte. Et ça a donné lieu à des épisodes typiquement qu'on peut analyser en termes de guerre économique, puisqu'en 2013 par exemple, le Gabon a décidé de retirer ses licences d'exploitation à Adax, le groupe maintenant chinois, au motif qu'Adax n'avait pas réglé, un arriéré d'impôts, si vous voulez. Mais l'idée, en fait, était de reprendre le champ de Obangé, en l'occurrence, de le confier à la compagnie nationale, GOC. Finalement, après un bras de fer qui a duré 1 an, le Gabon a rétrocédé le champ de Bangé à Adax en échange de ce qu'on appelle une indemnité transactionnelle, c'est-à-dire d'un gros chèque. Donc vous voyez ici, le Gabon concentre, c'est un terrain, le Gabon, il y a du pétrole, un État, des compagnies historiques, anciennes, qui luttent, et là-dessus, Total a perdu en quelque sorte le monopole qu'avait Elf, et puis des compagnies indépendantes. Alors, parfois, il arrive, ce sera mon 3e point, que la guerre économique qui constituait mes 2 premières sous-parties, si vous voulez, que le terrain de bataille devienne un champ de bataille. Alors ici, il y a 2 exemples qui sont intéressants pour nous. L'exemple du Soudan et l'exemple, pas très glorieux pour la France, de la Libye. Je regarde ma montre, 30, ça va. Vous m'accorderez 3 minutes? Oui, elle a dit oui. Alors, donc l'exemple du Soudan d'abord. Alors le Soudan, c'est un pays, vous savez, qui a quasiment connu que de la guerre civile depuis son indépendance. Guerre civile entre 2 régions, Soudan au nord et le Soudan du sud, et 2 régions qui sont devenues en 2011 2 États. Alors au Soudan du Nord, l'actuel Soudan, capitale Khartoum, ce Soudan est dirigé depuis 1989 par Omar el-Béchir. Il a fait un coup d'État en pleine guerre civile, il a profité pour prendre le pouvoir. Vous savez que depuis 2008, il pèse sur lui un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Toute l'Union africaine le soutient. Au sud, donc depuis 2011, un Soudan donc dirigé par le président Salva Kiir, qui est depuis 2013 en guerre civile. Donc vous avez une opposition entre le Soudan et le Soudan du Sud, et au sein du Soudan du Sud, une horrible guerre civile. Si vous suivez l'actualité, l'ONU a rendu un rapport il y a quelques semaines sur la situation du Soudan du Sud, mettant en avant des viols systématiques de l'armée sur population, des viols des milices, etc. Et une situation, humaine en termes de déplacement de population absolument terrible. Ban Ki-moon s'est déplacé il y a 2 semaines, je crois, au Soudan du Sud. Il a rencontré Salva Kiir. La situation est extrêmement tendue. C'est un vrai terrain de bataille dans lequel le pétrole joue un rôle important. J'aimerais vous expliquer pourquoi. Alors, les premiers épisodes de guerre civile, dès les indépendances, à la fin des années 50, ont mis aux prises en fait 2 régions qui voulaient se séparer. Alors, ethniquement parlant, le nord est plutôt nilotique,
arabe, si vous voulez. Le sud est plutôt, le nord est plutôt nilotique et musulman en tendance, et le sud est plutôt, si vous voulez, noir, chrétien et animiste. Ce sont les grandes tendances. Ça correspond tout de même à un partage, si vous voulez, ethnique. Vous savez que les colons, les Européens, lorsqu'ils ont colonisé l'Afrique, ont constitué une série d'États dont vous avez souvent déjà vu que la forme était quelque sorte des formes de dents, dans lesquels ils associaient en fait des peuples arabes ou berbères et puis des peuples noirs dans le même État afin de diviser pour régner. Alors évidemment, ça a laissé après la colonisation une situation souvent extrêmement compliquée. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? La guerre civile en fait entre ces deux Soudans a été renforcée à partir de 82 pour la raison suivante, c'est qu'on découvre en 80-81 des gisements de pétrole, vous le voyez, essentiellement dans le sud de ce qui est encore un pays uni. Et ces découvertes de pétrole ont attisé évidemment le séparatisme du Nord. Alors ça a provoqué une guerre extrêmement lourde. Je n'évoque pas ici le conflit du Darfour, qui n'intéresse pas notre problème. Le Darfour, c'est à l'ouest, et c'est pour cette raison, c'est le Darfour, la guerre du Darfour dans les années 2000, qui fait que Omar el-Béchir est poursuivi pour crimes contre l'humanité. Ce qui m'intéresse ici dans la problématique d'aujourd'hui, c'est la question du pétrole. Et elle oppose plutôt Soudan et Soudan du Sud, encore une fois. Il ne s'agit pas de passer sous silence le Darfour, ce qui a été un conflit absolument terrible. Non, c'est pas possible qu'il me reste 5 minutes. Non, j'ai commencé à 45, etc. On a commencé en retard. Alors, ce qui se passe là, si vous voulez, c'est que les Soudans n'arrivent pas à s'entendre aujourd'hui. Les Soudans n'arrivent pas à s'entendre aujourd'hui, et ça a donné lieu à quelque chose de terrible, c'est qu'en 2011, au moment même où le Soudan du Sud naît, eh bien, le Soudan du Nord a envahi un district, le district d'Abyei. Vous le voyez ici, c'est un district légèrement, qui est rectangulaire, aux deux Soudans, qui est un district bourré de pétrole. Et le Soudan du Nord, ne voulant pas laisser passer le pétrole, eh bien, il a installé son armée. Il devrait y avoir un référendum un jour pour la détermination de qui ça va aller. Alors les deux Soudans sont en opposition, bien sûr. Ça, c'est en quelque sorte le théâtre interne. Le Soudan du Sud possède à peu près 75% des ressources en pétrole. Toute la problématique géopolitique, et c'est là où l'analyse de terrain est intéressante, c'est que si le pétrole est au Soudan du Sud, le terminal pétrolier, lui, Port-Soudan, est au Soudan. Ce qui veut dire qu'il y a un passage sur le Soudan, ce qui veut dire que le Soudan du Nord, en quelque sorte, le Soudan, taxe le pétrole. Les deux États ont signé un accord en février 2016, sur les droits de taxation, mais la frontière a été rétablie il y a 2 jours. La situation est très compliquée. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous savez qu'en géopolitique, on fait des analyses à plusieurs échelles. À l'échelle nationale, vous voyez très bien le problème. 2 États, la possession de pétrole au sud, le passage du pétrole au nord, et une mésentente radicale avec 50 ans de guerre civile. Et l'autre dimension, c'est que historiquement, en fait, la partition du Soudan en 2011 a été poussée par les États-Unis. Pourquoi ? Ben Laden a résidé au Soudan entre 91 et 96. Omar el-Béchir est perçu de Washington comme un élément, si vous voulez, extrêmement déstabilisateur dans la zone. Et les États-Unis ont tout fait pour affaiblir le Soudan. Ils ont poussé donc au séparatisme du Soudan du Sud. Tandis que la Chine, c'est là où le Soudan est une sorte de conflit périphérique, c'est une expression qu'on utilise pour la guerre froide, quand les deux grands s'opposaient. Et le Soudan, eh bien, c'est une zone où s'affrontent effectivement, indirectement, les États-Unis et la Chine. Les États-Unis qui espèrent pouvoir faire un jour tomber Omar el-Béchir, et ainsi pouvoir transformer Port-Soudan en un terminal pétrolier plutôt pro-américain. Et de l'autre côté, la Chine, qui a été le meilleur allié d'Omar el-Béchir. Dans les années 2000, la Chine a tout fait pour que l'ONU ne prenne pas des sanctions à l'encontre de ce dictateur. La Chine, qui a été obligée depuis 2011 à faire un drôle de jeu, c'est-à-dire continuer à soutenir Khartoum à cause des terminaux pétroliers, mais en même temps soutenir Djouba au sud, parce que c'est à Djouba que le pétrole est exploité. Donc vous voyez, c'est un terrain de guerre, à la fois de guerre économique entre États, mais de guerre réelle et absolument terrible entre deux jeunes États. L'exemple que, si j'avais le temps, donc j'aurais pu développer, ne me stressez pas comme ça, tout va bien. L'exemple que l'on pourrait développer, ce serait la Libye, mais donc je le réserverai aux questions. Voilà, on parlera de la Libye après. Alors, toute la question, évidemment, c'est que si l'Afrique était un champ de bataille, un enjeu, la question de savoir si ce champ de bataille pourrait devenir, ou ce terrain de bataille pourrait devenir un levier de développement. Le levier de développement, c'est une expression qu'avait employée Christophe de Margerie, l'ancien PDG de Total. Il avait répondu à une question que lui avait posée le magazine Jeune Afrique en 2010 dans une interview. Il disait « Je suis triste pour les gens qui pensent qu'on est plus heureux sans pétrole. C'est tout simplement faux. Le pétrole est un levier de développement, avait-il dit. » Alors pourtant, vous le savez, vous avez tous vu ça en cours, en prépa ou en grande école ou dans la presse, etc. Ne me stressez pas. Ils sont terribles ici. Voilà, ça c'est les futurs hauts fonctionnaires. Ils se moquent de ce que vous dites. Ce qui compte, c'est le timing, le machin, etc. Voilà, etc. Bon, je suis pas El Khomri, moi, je sais ce que je dis. Bon, donc, non, c'est vrai.
Alors, donc le Soudan, il y en a plusieurs qui m'avaient dit de ne pas dire des trucs comme ça avant, mais c'est trop tard. Alors, donc Marjorie disait que le pétrole peut être levier de développement. Alors vous savez tous, encore une fois, vous avez tous vu ça, que le pétrole, comme tant d'autres, d'ailleurs matières premières, eh bien, c'est souvent pour les pays qui en possèdent une malédiction. Vous connaissez tous l'expression de malédiction des matières premières, resource curse en anglais. C'est une expression qui a été posée par Richard Otti, c'est un universitaire américain en 90, hein, dans un livre où il analysait justement des études de cas précises sur des pays possédant beaucoup de matières premières et en montrant que les pays qui possédaient des matières premières et qui n'avaient pas connu d'industrialisation préalable, eh bien, en général, connaissaient un grand nombre de problèmes, inflation, manque d'investissement productif, économie de rente, souvent une corruption assez généralisée. Alors, qu'est-ce que pourrait être l'Afrique dans ces conditions ? Est-ce que l'Afrique peut, en quelque sorte, sortir de cette malédiction ? Alors, évidemment, je commencerai par ça, la malédiction des matières premières est frappante en Afrique. Vous avez tous quelques exemples, je vais en citer un qui est absolument frappant, c'est le Nigeria. Le Nigeria, c'est le premier exportateur de pétrole en Afrique. Le Nigeria a connu jusqu'aux dernières années une très forte croissance. Et pourtant, le Nigeria, c'est le 153e pays en indice de développement humain de la planète. C'est un des derniers de la planète. 60% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et jusqu'aux dernières élections, vous savez, le pays souffrait d'une corruption généralisée. Le nouveau président s'est engagé à faire une opération main propre, qui est assez dure d'ailleurs à mener sur le terrain, pour en quelque sorte améliorer la situation. L'Algérie est également un autre très bon exemple aussi. Voilà un pays qui est très riche en pétrole et dans lequel, vous le savez, malgré des taux de croissance importants, dont rêverait François Hollande, hein, on est à 3, 3,8, 3 les dernières années, eh bien, la situation, c'est que les diplômés sont chômeurs à plus de 20%. Le pays connaît, dans les dernières années, a connu à peu près 10 000 émeutes recensées par la police par an. Les IDE créent peu d'emplois et la part de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté, officiellement de 4%, est estimée par les observateurs extérieurs à 20%. Voilà des pays typiquement victimes de la malédiction des matières premières. Le Nigeria, premier producteur d'Afrique, et l'Algérie, premier producteur d'Afrique du Nord. Et pourtant, le pétrole pourrait être un levier de développement. C'est assez net en cas de croissance. Il y a deux bons exemples à ça. C'est l'Angola qui exploite son pétrole, qui est le deuxième exportateur de pétrole, qui pourrait, à partir de 2020, être le premier de manière assez durable. L'Angola qui, jusqu'aux dernières années, a connu une croissance de 6-7% par an. Un autre bon exemple, c'est le Niger. Le Niger, qu'on connaît évidemment à cause d'Areva et de l'uranium, est devenu également exportateur de pétrole. Mais attention, et je vais y venir, il y a un risque évidemment. La dépendance aux matières premières, c'est la dépendance, n'oubliez jamais ça, à un marché dont ces pays ne fixent pas le prix. Et vous le savez, depuis 2014, le cours des matières premières a beaucoup baissé. Le baril à l'été 2014 était à $100. Aujourd'hui, il est entre 35 et 40. C'est une catastrophe, bien sûr, puisqu'on a appris que l'Algérie serait en déficit public de 11% du PIB cette année, qu'elle avait perdu 70% de ses recettes pétrolières depuis 2 ans. Il en est de même pour le Nigeria. Alors derrière ce risque économique, il y a évidemment des risques politiques. Les pays africains, comme l'ont montré d'ailleurs la baisse de l'APD à la fin des années 80, sont très très liés évidemment aux recettes d'exportation. Si ces recettes baissent, c'est également une fragilisation du régime et peut-être à la clé, avec les risques islamistes qu'il y a aujourd'hui dans ces zones, des déstabilisations très fortes. Alors j'ai fini. Est-ce que l'Afrique pourrait cesser d'être un champ de bataille et apprivoiser en quelque sorte les appétits géopolitiques des grandes puissances ? Il y a des exemples. On ne peut pas être ni dans l'afro-optimisme béat, ni dans l'afro-pessimisme de principe. L'exemple qui est très intéressant, c'est le Ghana. Le Ghana était un petit producteur depuis les années 80, jusqu'au moment où il a trouvé un Graal en 2007. C'est le gisement de Jubilé qui est exploité depuis 2010. Alors comment a fait ce pays pour essayer de ne pas dépendre entièrement des grandes compagnies étrangères, de ne pas glisser dans la malédiction des matières premières? Eh bien, le Ghana a développé une stratégie originale autour de sa compagnie, la Ghana National Petroleum Company, créée en 1983. Le Ghana a vendu des contrats d'exploitation à des partenaires étrangers qui sont des petites entreprises et non pas des géants, pour pouvoir négocier, par exemple, les royalties. Ainsi, les entreprises aujourd'hui qui exploitent le pétrole au Ghana, on ne les connaît pas. C'est le britannique Tullow Oil, c'est l'américain Cosmos Energy, c'est l'allemand Vitol, donc avec lesquels le Ghana a pu négocier 2 choses. D'abord des royalties assez élevées et d'autre part l'emploi de Ghanéens dans le secteur du pétrole. Parce que vous savez que très, très souvent, les majors arrivent avec leur personnel et c'est très peu créateur d'emplois. Tristan Brasseur-Kermadec, qui est un bon connaisseur du dossier ghanéen, estime, je cite, que le Ghana a suivi une stratégie de développement qui lui permet aujourd'hui d'être libre de tout asservissement étranger. Alors pour conclure, quels horizons pour le pétrole africain ?
Vous l'avez compris, le Ghana n'est pas le seul exemple des réussites. Je n'ai pas pu vous citer la totalité des pays. Le pétrole apparaît aujourd'hui à la fois, c'est son double visage, c'est une sorte de Janus, à la fois, si vous voulez, comme une véritable aubaine pour le continent, mais aussi comme un facteur, en quelque sorte, de malédiction. Toute la question qui se pose pour les pays africains, et ici c'est la gouvernance qui est en cause. Lors du dernier sommet auquel Barack Obama s'est rendu en Afrique, vous le savez, il a dit le Ghana n'a pas besoin de pouvoir fort, d'hommes forts, mais il a besoin d'institutions fortes. Toute la question en Afrique, en quelque sorte, c'est comment gérer la rente pétrolière, comment faire du pétrole un moteur de développement inclusif, diversifier les économies également pour préparer l'après-pétrole. Il y a des pays comme le Gabon dont les exportations ne cessent de baisser. Et pour citer donc le professeur Jean-Didier Bougongou, qui est coordinateur de la rédaction géopolitique africaine, il disait que la plus grande préoccupation géopolitique de l'année 2015 pour l'Afrique a été le pétrole et le sera encore. Donc c'est un dossier que nous suivrons tous avec attention. Je vous remercie. Et j'ai fait 43 minutes. Donc merci Monsieur Munier. Nous allons maintenant passer aux questions. Alors si vous avez des questions, vous devez lever la main et des staffeurs qui sont sur les côtés viendront vous donner un micro pour que vous puissiez poser votre question. Un, deux. Bonjour Monsieur Munier. Je viens d'une école de commerce à Nantes et j'ai une question très simple. Est-ce que vous pouvez nous donner l'exemple de la Libye, s'il vous plaît? Bon. Alors, vous l'avez compris, c'est un sujet qui est compliqué, le pétrole, parce que c'est évidemment de polémique. Aucun État ne vous dira jamais qu'il intervient pour le pétrole. Vous êtes trop jeune, et moi assez vieux pour me souvenir du discours de George Bush en 90, lorsqu'il a expliqué et qu'il fallait délivrer le Koweït. Il n'a pas prononcé une fois le mot de pétrole. Bon, c'est quelque chose à prendre en compte. On n'intervient jamais pour le pétrole, on intervient toujours pour les droits de l'homme. Alors, la Libye, c'est un exemple intéressant. Vous savez donc qu'il y a une résolution ONU qui a permis une intervention OTAN en 2011. C'est un exemple intéressant militairement. C'est la première fois que les États-Unis testent leur stratégie de leading from behind, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas intervenus sur le terrain. Ils ont bombardé à partir de bateaux, ils nous ont envoyé des drones, du satellite, etc. Mais les troupes qui étaient au sol, officiellement en tout cas, étaient franco-britanniques. Alors, on est intervenu pour des questions de droits de l'homme. Très certainement, Kadhafi avait de sombres projets sur l'opposition de Benghazi. C'est évident que le pétrole a joué un rôle. Je vais vous donner un seul exemple. La situation en Libye, c'est qu'il y a une compagnie nationale, NOC, National Oil Company, qui gérait le pétrole, un petit peu sur le modèle de ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait des opérateurs étrangers, Total par exemple. Avant l'intervention en Libye, Total gérait 2% du pétrole libyen. Au moment où il a été question d'intervenir, ce qui a eu lieu, bien sûr, au moment de ces questions-là, le CNT, le Conseil national de transition, a promis à la France que si elle intervenait, alors ça c'est partout, c'est très officiel ce que je vous dis, vous pourrez le vérifier, le CNT, c'est une déclaration officielle du CNT, a promis à la France que si elle intervenait, Total aurait 35% du pétrole. La Libye était avant la crise l'un de nos premiers fournisseurs de pétrole déjà. Alors il est évident que dans ce dossier, la composante pétrolière a joué un rôle, bien sûr. Il ne faut pas non plus dire qu'on est intervenu cyniquement qu'à cause de ça, bon, très certainement. Maintenant, vous savez que la Libye, c'est un peu notre Irak, c'est-à-dire que c'est la zone où on intervient pour des raisons, où finalement l'État se décompose sous nos yeux, et que, de même que, rappelez-vous, que la promesse de George Bush en 2003, c'était d'intervenir en Irak pour y mettre une démocratie qui, par effet de domino, pourrait développer la démocratie au Moyen-Orient. On a intervenu en Libye. Aujourd'hui, l'État se décompose. On a récupéré la Somalie derrière, qui est l'effet direct collatéral de la Libye. Donc, c'est une situation extrêmement difficile. Le pétrole, encore une fois, a joué un rôle. Ceci dit, comme vous l'avez vu sur les stats tout à l'heure, ici notamment, vous voyez que la production de pétrole, ceci dit, c'est moyennement une bonne affaire, puisque la Libye aujourd'hui est en plein écroulement intérieur. La Libye, c'est trois zones, la Tripolitaine, la Cyrénaïque, le désert du Fezzan au sud. Kadhafi tenait cela, si vous voulez, en arrosant littéralement par les revenus du pétrole des chefs de tribus. Kadhafi tombant, le pays est en pleine décomposition. Et de fait, la production pétrolière ne remonte pas. Il est très difficile d'investir aujourd'hui. Une des choses aussi qui fait que la France est un parti pétrolier très important là, c'est que vous entendez très peu parler du dossier libyen en France. On condamne assez peu, par exemple, les exactions qui ont lieu actuellement en Libye. On est tenu en partie par le pétrole. C'est une des composantes de notre diplomatie qui est une vraie diplomatie de réel politique. Voilà. Bonjour monsieur. Oui.
Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Donc tout à l'heure vous faisiez référence au Ghana, qui gérait bien... Où êtes-vous, pardon? Je suis là. Ah pardon, bonjour, pardon. Donc oui, tout à l'heure vous faisiez référence au Ghana qui gérait bien ses revenus pétroliers. Et je voulais savoir quels étaient les autres pays qui avaient une gestion semblable. Peu, on va dire pas beaucoup. Et le Ghana est quasiment... En fait, le Ghana a pris l'exemple, non pas sur d'autres pays pétroliers, mais l'exemple du Ghana, je n'ai pas pu vous développer tout. Alors, je sais qu'au moment où je vous parle, ça vous paraît un terrible exemple, mais il y a encore un an, vous auriez trouvé ça fantastique, tous. C'est l'exemple de Petrobras au Brésil. Bon, ne me bombardez pas. C'est-à-dire que Petrobras également a joué dans ce jeu-là. C'est-à-dire que Petrobras n'a pas tout à fait la technologie pour exploiter des champs pétrolifères en eau profonde, par exemple. Il y a un gigantesque champ qui a été découvert à Libra, au large du Brésil. Et donc, en fait, l'exemple du Ghana, c'est Petrobras, c'est-à-dire une compagnie nationale qui travaille de concert avec des grandes compagnies, avec des systèmes de concession assez avantageux, si vous voulez. Alors, pour l'instant, je sais qu'il y a des États comme le Congo qui essaient de faire ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la grande tendance des 10-15 dernières années pour les États pétroliers, c'est de moins dépendre de grandes compagnies historiques, de plus dépendre d'indépendants avec lesquels ils ont plus de latitude en termes de contrats. De toute façon, ce qui se passe aujourd'hui, je n'ai pas voulu faire une conférence d'actualité, j'ai voulu vous donner un peu de champ historique, c'est que la situation est quand même dramatique. Pensez à ça, un baril à 35 $, quand vous avez estimé qu'au pire il tomberait à 50, c'est une catastrophe. D'ailleurs, la récession n'est pas seulement, regardez ce qui se passe au niveau de la planète, je veux dire, le FMI devrait normalement intervenir au Venezuela. Moins 10% de croissance en année, le Venezuela, moins 10% annoncé. Souvenez-vous du Brésil qui était blindé contre la crise quand Dilma Rousseff est arrivé au pouvoir, c'est l'expression qu'elle a lancée. En 2010, le Brésil est à 7,5% de croissance. Il est en récession à moins 3,7 aujourd'hui. La Russie est en récession. Donc la situation aujourd'hui, vous voyez, en quelque sorte, c'est au-delà de cette diversification qui pourrait, disons, dans le temps long, être une arme pour les pays africains pour retrouver des marges, créer de l'emploi véritablement. La situation aujourd'hui d'urgence, c'est que face à un baril bas, c'est une débandade et un risque à la fois économique, bien sûr, mais également d'instabilité politique. Vous voyez. Oui, Bonjour monsieur. Bonjour. J'ai une question par rapport à ces pays que vous avez décrits. Il y a en Afrique, il y a Abyei, je crois, et il y a aussi la péninsule de Bakassi, qui était avec le Nigeria et le Cameroun. Est-ce qu'on ne peut pas faire un parallèle avec, en même temps, qu'est-ce qui se passe plus près de vous ou de nous, parce que je suis outre-Atlantique, avec la Crimée et avec la Tchétchénie aussi, qui sont aussi des bastions énergétiques, dont oui. Il y a aussi une mainmise de la Chine, de la Russie, des autres États qui ont des intérêts. Oui, bien sûr. Alors, donc la focale cette année, c'était l'Afrique. Il est évident que quand on fait une conférence plus large ou un cours sur la question de la géopolitique de l'énergie, les guerres, les troubles, les instabilités sont très souvent liés à cela. Il est évident, par exemple, que quand l'URSS a été démembrée, le 25 décembre 1991, et s'est reformé sous forme en quelque sorte de CEI, des États comme le Kazakhstan, qui sont des éponges à pétrole, Moscou voulait absolument les garder dans son giron. Alors pour aller dans votre sens, effectivement, il est frappant de voir que... Alors attention, on ne peut pas généraliser, mais la carte des guerres est très souvent liée quand même à la carte des énergies. Ça, c'est assez frappant. On ne peut pas généraliser encore une fois. Mais ce que vous dites, en tout cas pour la Crimée, peut-être moins, mais il est évident, je ne sais pas moi, qu'un certain nombre de guerres civiles ont été souvent alimentées en sous-main par les grandes puissances. Vous savez, alors là, encore une fois, là, pour aller dans votre sens, si j'avais fait un truc beaucoup plus général, j'aurais montré des cartes. Il y a des cartes qui sont très intéressantes à recouper. C'est les cartes de là où l'on produit de l'énergie et les cartes de là où on en consomme. Et vous savez que quasiment l'une est le négatif de l'autre. C'est-à-dire que les zones qui produisent au niveau de la planète sont des zones qui en consomment peu, souvent des zones peu développées. C'est un hasard en quelque sorte de la géologie, puisque le développement a commencé avant tout ça. Et les zones où on consomme, les pays de l'OCDE, plus ajoutés aux grands émergents, eh bien, sont ceux où il y en a moins. Alors la Chine, par exemple, aujourd'hui mène un grand jeu à l'échelle de la planète dans tous ces domaines-là. Alors en Afrique, bien sûr, au Moyen-Orient, et justement, un des pays, je vous en parlais à l'instant, c'est le Brésil. Vous savez que le premier partenaire économique du Brésil, aujourd'hui, c'est la Chine. La baisse de croissance chinoise explique très très largement la baisse de croissance aujourd'hui au Brésil. Et vous voyez que le pays, alors en plus, il y a une crise politique, mais voilà un pays, n'oubliez jamais que les démocraties en Amérique latine sont jeunes, elles ont 30 ans, elles datent du début des années 80 pour la plupart. On ne peut jamais
on ne peut jamais négliger l'hypothèse d'une déstabilisation politique qui soit liée à des baisses de croissance consécutives à un marché de l'énergie aujourd'hui en difficulté. Voilà. Alors maintenant, évidemment, ces conférences sont difficiles à faire parce qu'aucun État ne va vous détailler ses stratégies en sous-main, les valises de billets qui font passer à des opposants, les calculs un peu sombres en espérant que l'opposition l'emporte sur, les promesses des uns et des autres, etc. Néanmoins, la problématique énergétique est très liée effectivement à une instabilité politique. Dernière question du coup. Bonjour. Bonjour. C'est la question de chaque année. Non. Votre dernière remarque me fait penser à une deuxième chose que je vais dire. Par rapport au jeu des cartes, on peut aussi superposer les cartes des matières premières dans le monde, des bases américaines et du terrorisme. Donc voilà, c'était juste un aparté. Et la remarque pour laquelle je voulais vous poser la remarque pour laquelle je voulais intervenir, mais sans vous poser de questions, c'est à propos de la Libye. Les gens qui veulent en savoir plus sur qu'est-ce qui a initié ou qu'est-ce qui a favorisé le fait que des États comme la France ou l'Angleterre se lancent dans l'aventure, vous allez voir un documentaire fait par un jeune journaliste d'investigation qui s'appelle Julien Tell, et le documentaire vidéo qu'on peut trouver partout s'appelle La guerre humanitaire. Allez voir La guerre humanitaire et vous saurez un peu mieux comment marchent les droits de l'homme dans le monde. Voilà. Merci. Voilà. Alors, c'est globalement vrai ce que vous dites sur les bases américaines. Il y a 730 bases américaines dans le monde à peu près. Alors c'est vrai qu'on peut superposer les bases américaines des ressources, mais pas partout quand même. Regardez le Venezuela, qui est encore une fois la plus grande éponge à pétrole de la planète. Il n'y a pas de base américaine pour cause, vous l'imaginez. Il n'y en a pas en Russie non plus. Bon. Mais il est vrai que vous avez raison. En Afrique, par exemple, l'Afrique est le seul continent sur lequel les Américains ont installé des bases depuis les années 2000. Mais le motif est essentiellement la lutte contre l'islamisme, même si, encore une fois, c'est frappant. Je veux dire, les États-Unis signent l'AGOA en 2000 avec l'Afrique, et en 2001, ils ouvrent une base à Djibouti. Donc il est évident que tout ça a partie liée, évidemment, avec les ressources aussi. Bien entendu. Je crois que nous sommes arrivés au temps, pour de vrai. Merci à tous d'être venus. Bonne fin Merci. de festival. Et merci à Frédéric Munier d'avoir